Bien, mes chers collègues, si vous pouvez regagner vos places, notre séance va débuter. Et je vous propose de désigner mademoiselle Marine Brenier comme secrétaire de séance. Je vous passe la parole, ma chère collègue, pour procéder à l'appel nominal. Merci, Monsieur le maire. Philippe Radal. Présent. Véronique Paquis. Rudy Sall. Muriel Marland-Litello. Alain Philippe. Dominique Estrosi-Sassonne. Christian Tordeau. Denise Fabre. Daniel Benchimol. Agnès Rampal. Auguste Vérola. Martine Waknin. Gilles Vessière. Sandrine Filippini. Bernard Assauf. Joël Martineau. Lauriano Azinerina. Françoise Monnier. Pierre-Paul Léonelli. Janine Giletta. Olivier Bettati. Fatima Caldi. Joseph Calza. André Aldiari-Nègre. Philippe Soucy. Catherine Moreau. François Rabu. Jacques Vidal. Jean-Michel Galli. Bernard Baudin. Annie Cassigian. Jean Icard. Christiana Meslan. Gilda Perinetti. Gérard Baudou. Dominique Estève Basini. Pascal Ferralis. Nadia Lévy. Emmanuel Billard. Jacques de Jondil. Marouane Bouloudine. Benoît Candel. Florence Barral. Mathilde Diouf. Jean-Marc Giaume. Véronica Vecchioni. Richard Papazian. André Chauvet. Micheline Boss. Hélène Salicetti. Brigitte Tanoji-Dahan. Maurice Alberti. Anne Ramos. Isabelle Delage. Anne-Laure Ruby. Marie-Louise Hernandez-Niquez. Michel Matringe. Paul Cuturello. Rémi Gechter. Abderrazak Fetnan. Patrick Allemand. Présent. Christine Dorégeau. Frédéric Grégoire Concas. Yann Librati. Présent. Robert Inger. Présent. Emmanuel Gaziello. Jean-Claude Marie. Présent. Je vous remercie, mes chers collègues. Le quorum est atteint. S'agissant de notre séance, nous avons un rapport unique aujourd'hui. Je suis d'ailleurs désolé d'être obligé de vous convoquer sur un seul rapport, mais cela fait suite à une décision du tribunal de grande instance de Nice sur des contentieux précédents qui a estimé qu'il y avait nullité sur des contentieux qui avaient été engagés par la ville, par la métropole et par le Conseil général des Alpes-Maritimes, dès lors qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une délibération unique sur un ordre du jour unique. C'est ce qui me conduit sur ce rapport spécifique à vous avoir convoqué et j'en suis bien désolé. Je passe donc pour le rapport numéro 01 qui devient le rapport 12.1, la parole à notre adjointe en charge du contentieux, Madame Martine Waknin, pour la présentation de celui-ci. Madame l'adjointe, vous avez la parole. Je vous remercie. Monsieur le maire, mes chers collègues, la délibération porte sur une demande d'autorisation d'ester en justice. Rappelant les délibérations 29.1 et 29.2 du Conseil métropolitain du 21 juin 2013 et 7.1 et 7.2 du Conseil municipal du 3 juin 2013, portant approbation des comptes administratifs et des comptes de gestion validés par l'administration des finances et transmis au contrôle de légalité. Considérant la volonté de certains de mener une campagne de désinformation sur l'état de santé financière de la ville de Nice et de la métropole, qui ne correspondent pas aux chiffres figurant dans ces comptes. Considérant la diffusion de tracts mensongers concernant l'endettement des Niçoises et Niçois, et alléguant notamment d'un endettement par habitant de 3 200 €, comme d'un engagement portant sur l'augmentation des impôts des Niçoises et Niçois, au regard des dernières données incontestables en matière d'endettement de la ville de Nice et de la métropole Nice-Côte d'Azur, à savoir les comptes administratifs 2012,
Au regard de l'évolution de l'endettement de la ville entre 2008 et 2012, à savoir une augmentation de 2 millions d'euros. Considérant également l'évolution de l'endettement de la métropole Nice-Côte d'Azur et sa structure entre 2008 et 2012. Considérant surtout la volonté de ne pas augmenter la fiscalité des ménages et des entreprises depuis 4 exercices budgétaires à la ville de Nice et 5 exercices budgétaires à la métropole, et la volonté de mettre en œuvre une politique d'investissement soutenue au bénéfice des Niçoises et des Niçois, mais aussi de toute la population métropolitaine, au regard de la volonté de cette politique d'investissement qui s'est concrétisée par des dépenses d'équipement de la ville et de la métropole d'un montant d'1,4 milliard d'euros depuis 2008, considérant alors que la diffusion de tracts ou tout autre support de communication relayant de fausses informations constitue une diffusion de pièces falsifiées et mensongères qui, en période de difficultés économiques comme celle que nous vivons, revêt un caractère fortement anxiogène, de nature à troubler gravement la paix publique, considérant que ces allégations sont susceptibles de causer un préjudice à l'image de la ville de Nice, avec des conséquences économiques sérieuses et remettent en cause l'intégrité des services de l'État, qui valident les comptes publics des collectivités et portent tout simplement atteinte à l'intérêt général. Considérant que ces diffusions d'informations mensongères relèvent de l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881 et s'inscrivent dans l'application des articles 40 et 48, je vous propose, mes chers collègues, de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à recourir à la procédure de l'article 40 du Code de procédure pénale pour la diffusion de tout support d'information relayant de fausses informations, notamment sur l'endettement de la ville de Nice, autoriser Monsieur le maire à ester en justice pour défendre les intérêts de la ville de Nice contre le Parti socialiste et tout autre organisme à l'origine de diffusion d'informations mensongères devant le tribunal de grande instance de Paris et de Nice, la Cour d'appel de Paris et d'Aix-en-Provence et la Cour de cassation, et se constituer partie civile devant ces mêmes juridictions pour le compte de la ville de Nice. J'en ai terminé, Monsieur le maire. Je vous remercie, Madame l'adjointe. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer avant que nous passions au vote? Que tous ceux qui souhaitent s'exprimer veuillent bien lever le doigt. Je donne Monsieur Candel, Monsieur Icard, Monsieur Marie, Monsieur Ingé et Monsieur Allemand. Y a-t-il d'autres personnes? Si personne d'autre ne demande à s'exprimer, je passe la parole à Monsieur Patrick Allemand. Mon cher collègue, vous avez la parole. Monsieur le maire. Alors, attendez, excusez-moi. Ça va venir. Ouais, ça y est. Monsieur le maire, mes chers collègues, vous avez pris la décision de convoquer un conseil municipal exceptionnel avec une seule délibération à l'ordre du jour qui concerne une demande d'autorisation d'ester en justice. Pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de vous autoriser à porter plainte, en l'occurrence contre le Parti socialiste, pour une campagne dite de désinformation sur l'état de santé financier de la ville de Nice et de la métropole Nice-Côte d'Azur. S'ensuivent un certain nombre de considérants techniques sur la dette qui ne présentent aucun intérêt particulier. Ce n'est ni le lieu et ni le moment de débattre de la dette que vous avez creusée. Ce sont deux considérants de la page 2 de la délibération qui sont révélateurs de ce que vous êtes. Vous estimez qu'une diffusion de pièces falsifiées, excusez du peu, et mensongères, en période de difficultés économiques, revêt un caractère anxiogène de nature à troubler la paix publique. C'est me reconnaître une puissance de feu médiatique que je n'imaginais pas. Oui, 65 000 tracts, fils de Nice, père de la dette, ont été distribués. Oui, 700 affiches, fils de Nice, père de la dette, ont été collées. Et je remercie les militants qui ont accompli cette tâche.
ils sont rarement mis à l'honneur en conseil municipal. Concernant la paix publique, je n'ai pas vu la mairie de Nice prise d'assaut par des cohortes de bonnets rouges et noirs armés de fourches. Vous poursuivez par un considérant encore plus surréaliste, nous accusant de causer un préjudice à la ville de Nice entraînant des conséquences économiques. Et enfin, vous indiquez que ces allégations remettent en cause l'intégrité des services de l'État qui valident les comptes publics des collectivités. Vous savez parfaitement que depuis la loi du 2 mars 1982, la grande loi de fer de décentralisation, l'État exerce un contrôle a posteriori sur les délibérations des collectivités. Il exerce un contrôle de légalité et pas d'opportunité. Qu'à la limite, vous évoquiez la compétence d'un fonctionnaire, c'est un compte. Que vous évoquiez l'intégrité, c'est-à-dire l'honnêteté, ce n'est pas acceptable. Soyez prudents parce que parfois, la frontière entre le critiquable et le condamnable est mince. Vous avez simplement fait le choix de la dette et vous devez l'assumer. Quant au fait que je salirai l'image de la ville parce que j'évoque la dette, mais comment peut-on écrire une chose pareille ? Car si nous allions au fond des choses, je pourrais vous renvoyer cette affirmation sous forme de question. Qui salit l'image de la ville ? Celui qui creuse la dette ou celui qui le dénonce ? La vérité, c'est qu'il s'agit d'un habillage juridique. C'est ce considérant qui vous permet aujourd'hui de présenter cette délibération au conseil municipal. Le supposé fait de porter atteinte à l'image de la ville justifie la saisine du conseil municipal. En fait, l'objectif de cette délibération, c'est l'intimidation. Si à chaque fois qu'un maire et son opposant sont en désaccord sur des chiffres, la justice est saisie, les tribunaux vont saturer. La vérité, c'est que vous voulez vider le débat démocratique de son contenu. La confrontation électorale que constitue la prochaine élection municipale de sa substance. Sur la dette, vous tentez l'intimidation avec des menaces de dépôt de plainte. Parce que vous ne supportez pas que je dénonce le niveau d'endettement de la métropole avec des formules qui frappent l'opinion. Et le recours à la justice, dans ce cas précis, est un terrible aveu d'échec. Vous êtes à ce point incapable de défendre votre bilan financier que vous essayez d'instrumentaliser la justice. C'est d'ailleurs comme pour le tram. Vous avez refusé d'organiser un référendum populaire, comme le groupe Changer d'air vous le demandait. Vous n'avez pas tenu compte de la votation citoyenne du 25 mai dernier, pas plus que des 15 673 citoyens niçois qui ont signé non au souterrain, oui à la ligne 2. Mon cher collègue, simplement, nous sommes sur un ordre du jour unique et je vous demande de vous en tenir aux explications sur ce rapport unique. Voilà. Comme ça, les choses se dérouleront très bien. Donc je vous remercie de me rendre la parole et je continue. Tout simplement, je vous le dis, quel que soit ce type de manœuvre, ce sont les Niçois et non les juges qui trancheront sur la dette comme sur le tram dans les isoloirs en mars prochain. Mais le pire de cette délibération est à venir. L'inacceptable, ce ne sont pas les menaces à mon encontre. L'inacceptable, c'est de se servir de ce qui nous oppose pour élargir considérablement le champ de la délibération et faire peser, notamment sur la presse, la menace de dépôt de plainte. Vous savez que les articles 27 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 viennent d'être modifiés par le Conseil constitutionnel, qui donne désormais aux collectivités la possibilité d'ester en justice contre la presse, alors que cela était interdit auparavant. Dans ce contexte, cette délibération ne vous donne pas seulement l'autorisation d'agir contre moi ou contre le Parti socialiste, elle vous donne aussi le pouvoir d'agir contre quiconque, y compris la presse, non seulement sur la dette, mais sur tout autre sujet qui, selon vous, porterait atteinte aux intérêts de la ville. C'est un pouvoir exorbitant. Un pouvoir exorbitant qui marque un véritable recul démocratique. Quand je pense que nous sommes le pays de la Déclaration des droits de l'homme,
le pays des idéaux de la résistance, le pays des idéaux de la révolution, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Car je pense que nous sommes le pays de Voltaire, auquel on attribue, à tort paraît-il, cette citation magnifique. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Vous avez lu Voltaire. Vous l'avez revisité. Et la version Estrosi n'est pas celle des Lumières. Ce n'est une surprise pour personne. C'est devenu « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites et je ferai tout pour vous faire taire ». Eh bien, je ne me tairai pas. Alors, pour conclure, j'évoquerai les 2 décides de la délibération, qui sont surprenants, notamment le premier. Vous demandez que le Conseil municipal vous autorise à recourir à l'article 40 du Code de procédure pénale pour la diffusion de tout support d'information relayant de fausses informations. Mais vous n'avez pas besoin d'être autorisé par le Conseil municipal. Si vous avez connaissance d'un fait relevant de l'article 40, vous pouvez et même devez le porter à la connaissance de l'autorité judiciaire. Ce n'est pas le Conseil municipal qui vous y autorise, c'est la loi qui vous le demande. Quant au deuxième décide, il sera intéressant de voir en quoi les intérêts de la ville sont menacés par une polémique somme toute banale en période de campagne électorale. Car vous avez en la circonstance une faculté peu commune pour confondre les intérêts des Niçois avec votre intérêt personnel. C'est vous qui êtes mis en cause par la campagne « Fils de Nice, père de la dette », ni la ville de Nice et ni les Niçois. Jamais le conseil municipal n'est tombé aussi bas. Et pour conclure, je me tourne vers les membres de votre majorité. Nous sommes là, mes chers collègues, sur des valeurs fondamentales, sur les principes républicains et démocratiques. Réagissez. Il y a d'ailleurs beaucoup d'absents dans vos rangs. Tous ceux qui, parmi vous, depuis des mois, disent refuser cette gouvernance autoritaire, ne seront plus crédibles demain s'ils sont silencieux aujourd'hui. C'est le jour ou jamais. Par cette délibération, Monsieur le maire, le 15 novembre, vous donnez l'occasion de faire de ce jour un jour fondateur, où tous ceux parmi nous qui ont une certaine idée de la République doivent dire non. Cette délibération est une honte pour la ville, pour la démocratie et pour la République. Et nous voterons contre. Simplement pour les absents, je vous informe qu'ils ont tous donné procuration et que certains d'entre eux... c'est une information utile que vous n'allez pas donner. Si vous avez d'abord un peu de générosité pour eux, adressez-leur un message de bon rétablissement puisqu'ils sont en situation d'hospitalisation. Voilà. Mais aucun membre de notre majorité n'est absent aujourd'hui, que ce soit par sa présence ou par procuration. Je vous remercie et je passe la parole à Monsieur Ingé. Monsieur le maire, mes chers collègues, je dois avouer que cette séance du conseil municipal est assez surréaliste. Nous voilà réunis cet après-midi pour vous autoriser à ester en justice pour défendre les intérêts de la ville de Nice contre ceux qui diffusent de l'information mensongère. Et dans les considérants, je lis comme Patrick Allemand avec stupeur que la diffusion de fausses informations revêt en période de difficulté économique un caractère anxiogène de nature à troubler la paix publique. Rien que ça. À lire cette délibération, on pourrait croire une délibération prise en temps de guerre pour débusquer la 5e colonne. Tout cela appelle 3 remarques de ma part. D'une part, interrogeons-nous sur l'information, celle concernant l'appréciation de l'endettement de la ville de Nice et de la métropole. Un constat, en prenant vos propres chiffres, ceux figurant dans votre délibération, et en faisant abstraction du transfert des dettes, en particulier celle du Conseil général et d'autres, cet endettement entre le 31-12-2008 et le 31-12-2012 explose de près de 50%. C'est un fait, une réalité, vous pouvez tenter de tordre cette réalité dans tous les sens, les faits, comme disait l'autre, sont têtus. Près de 50% et nous n'avons pas encore attaqué le dur. Ainsi, l'endettement lié à la ligne 2 du tramway n'est pas encore pris en compte. Et il faut savoir que tous les 10 mètres du tunnel creusé, tous les 10 mètres, ce sera 1 million d'euros
supplémentaires d'endettement. Près de 50%, et encore sans prendre en compte ce que je considère être de l'endettement camouflé. C'est le cas par exemple avec le partenariat public-privé pour le nouveau stade et le coût que va supporter la ville pendant 27 ans, sans doute plus de 150 millions d'euros sur la durée qui n'apparaissent pas dans l'endettement. Près de 50%, et pourtant vous n'aurez pas ménagé vos efforts pour masquer cette évolution en vendant à tour de bras le patrimoine de la ville. Seconde remarque, c'est une évidence, ce n'est pas la première fois que vous accusez votre opposition de mentir, mais à chaque fois il s'avère que le mensonge, c'est vous qui le portez. 3 exemples. 24 septembre 2008, vous me répondez à une intervention, alors, Monsieur Inger, ce n'est pas la peine de faire croire n'importe quoi. De quoi il s'agissait à l'époque ? À l'époque, j'affirmais que la dotation pour le passage en communauté urbaine était de 65 €. Vous affirmiez, vous, que ça allait être de 85,87 €. À l'arrivée, ce fut 65 €. C'est vous qui avez menti ce jour-là. Deuxième exemple, le 23 décembre 2010. Voilà, je vous cite, « Ça y est, j'ai démoli votre affreux mensonge, monsieur Inger. Ce jour-là, je prétendais que le budget de la métropole allait peser sur les ménages. Et vous aviez oublié, lors de ce conseil, oublié votre vote et le débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, le fait que une partie des taxes locales passaient sur le couvert de la métropole. Ce jour-là, ce n'est pas moi qui mentais, c'était vous. Troisième exemple, lors du dernier conseil de métropole, vous avez parlé à mon égard à propos de la question du tramway. Je racontais des bobards sur l'annonce et l'origine sur la ligne 2 et 3. Alors maintenant, je suis prévoyant. Maintenant, à chaque conseil, j'arrive avec les documents, les PV, les textes. Et je vous cite, ce 4 décembre 2009, concernant la ligne 2 et la ligne 3, vous disiez, je cite, parlant de la ligne 2, c'est donc fin 2016 que nous pourrons ouvrir cette ligne au public. Pour la ligne 3, la mise en service pourra intervenir en 2015, soit un an avant l'Euro 2016. Une fois encore, monsieur, c'est vous qui avez menti ce jour-là. Je parle plus doucement, j'ai compris. Non mais, monsieur Inger, ce n'est pas la peine de crier d'abord. Deuxièmement, je vous demande de vous expliquer sur l'ordre du jour unique. Vous êtes en train de mélanger non, je ne mélange pas. Parce que là, je vous donne un conseil, monsieur le maire. Je vous donne un conseil. Si vous voulez rester en justice contre ceux qui donnent une information mensongère, attendez, je vais vous redonner commencez la parole par rester contre vous-même. Je vais vous redonner la parole tranquillement. Je vous dis simplement que conformément au Code général des collectivités territoriales, chacun doit s'en tenir à l'ordre du jour et à ce seul ordre du jour. Donc je vous demande de ne pas partir sur les comptes de la métropole, du Conseil général, de je ne sais quoi, voilà, et des délires de l'avenir. Puisque nous sommes sur une délibération qui porte sur des points précis, qui ont été notamment validés à la fois par le compte administratif et le compte de gestion du comptable public. Voilà, donc si vous avez la délicatesse de bien vouloir, en républicain et démocrate, vous en tenir à cela, et nous en resterons sur l'ordre du jour. Alors, monsieur le maire, j'en reste sur l'ordre du jour, et je vous invite que si vous voulez rester en justice contre ceux qui donnent une information mensongère, je vous invite à commencer par vous-même. Troisième et dernière remarque, en définitive, avec cette délibération, vous tentez d'intimider votre opposition dans la période à venir, comme par hasard, c'est la période des élections municipales. Ce type d'intimidation, l'invocation de l'argument de nature à troubler l'ordre public, n'est pas digne de notre démocratie, de nos débats. Monsieur le maire, là je vous le dis solennellement, ressaisissez-vous et retirez cette délibération. Nous ne sommes ni dans la Russie de Poutine, ni dans les monarchies totalitaires du Golfe. À défaut, et je vais en finir par là, à défaut, mais rigolez, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de voter. À défaut, sachez que nous ne nous laisserons pas intimider. Et si vous voulez rester en justice, aux frais du contribuable, parce que c'est là le but de l'affaire, dans l'heure qui va suivre l'adoption de cette délibération par votre majorité, nous lançons une souscription populaire pour pouvoir vous affronter devant la justice. Et là, au moins, il y a un avantage, il y aura égalité du temps de parole. Et nous voterons bien évidemment contre cette délibération. Je vous remercie. Je passe la parole à monsieur Marie. Mon cher collègue, vous avez la parole. J'avais changé de place. Monsieur le maire, mes chers collègues. Tout doucement, vous vous recentrez. Hein. Ah oui.
Je me rapproche de vous, monsieur. C'est au procès verbal. Ah, je peux. Mais je vous en prie. Alors, monsieur le maire, mes chers collègues, nous nous élevons contre cette étrange délibération qui a des relents de blanc-seing, de carte blanche, de lettres de cachet, et n'a pour but que de délivrer au maire, qui par ailleurs n'en a nullement besoin, la bénédiction de l'Assemblée municipale pour rester en justice dans le cadre d'une plainte pour diffamation dès la moindre critique sur sa gestion de la ville. Nous dénoncerons avec force auprès de nos concitoyens ceux qui vont voter cette délibération, qui ne les grandit pas, ainsi que son instigateur. En définitive, cette délibération illustre bien votre vibrant désir, monsieur le maire, de ne pas présider un conseil municipal, mais une chambre introuvable. Je vous remercie. Eh bien, je vous remercie pour la sobriété de vos propos, monsieur Marie. Je passe la parole à monsieur Icard. Mon cher collègue, vous avez la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, une seule délibération, mais elle est de taille, puisque vous déplacez le débat politique sur le terrain judiciaire. Parlons donc des finances de la ville, mais aussi de la métropole. En 3 ans, nous sommes passés par 3 structures différentes, entraînant des difficultés dans le suivi et la lecture des projets et des chiffres. Des pans entiers de compétences ont été transférés des communes vers la métropole et tout ce qui va avec. Pas facile à suivre et à gérer. Je félicite les services pour leur agilité dans cet exercice subtil. Une chatte aurait du mal à y retrouver ses petits. Nous ne pouvons donc avoir qu'une vision et une analyse englobant Nice et la métropole. Vous-même, à votre arrivée en 2008, vous aviez évoqué les choses en globalisant, criant au scandale sur la situation laissée par votre prédécesseur Jacques Perrat. Lors du conseil municipal du 14 avril 2008, vous présentiez alors la situation en parlant d'une dette globale, ville et agglomération de 700 millions d'euros. Une péréquation en fonction des habitants de Nice aurait été plus juste, mais cela permet une lecture plus simple et lisible pour nos concitoyens, je vous l'accorde. En suivant cette logique, il nous faut donc additionner les chiffres de Nice et de la métropole. Total de la dette, 1,3 milliard d'euros, soit 85% de plus qu'à votre arrivée. Étonné par ce chiffre, j'ai alors analysé l'impact sur ma taxe d'habitation en suivant le même raisonnement. La cotisation globale destinée à la commune et l'intercommunalité, devenue métropole, a augmenté de 70% entre 2008 et 2012. Je dis bien 70%, et cela se retrouve sur toute la ville de Nice. Pour autant, vous discourez sur un maintien des impôts locaux. C'est prendre les Niçois pour des gogos. J'ai donc voulu les informer par un tract expliquant sommairement cette situation, en les invitant tous à faire le calcul pour leur propre logement. Je profite de l'occasion pour m'étonner que l'annexe 4 du budget 2013 sur les engagements hors bilan ne soit pas rempli. Particulièrement le tableau B1.4, état des contrats de partenariat public-privé. Il est vide, faisant supposer que le stade Alliance n'existe pas dans nos comptes. Aurait-il été financé par le privé, comme le stade de Turin de 45 000 places? Vous serez tenté de rappeler mes votes précédents. Vous montrez une fois de plus, par l'action que vous entamez aujourd'hui, que vous n'autorisez aucune expression d'une position différente de la vôtre et votre sectarisme. J'en ai déjà fait l'expérience. J'ai été exclu de la majorité municipale pour m'être opposé au tram. Pour avoir fait l'état des critiques sur le financement du stade, vous m'avez qualifié d'homme public indigne en plein conseil municipal. Et voilà maintenant que s'opposer à vous devient passible des tribunaux pénaux.
Qui fait preuve d'absence totale de dignité dans le comportement public et républicain, pour reprendre vos propos du 5 juillet 2013 ? Dans quel régime sommes-nous ? Bien évidemment, je ne voterai pas cette délibération. Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. Et enfin, je passe la parole à M. Candel. Mon cher collègue, vous avez la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, à l'approche du débat d'orientation budgétaire pour 2014 que nous aurons ici dans quelques semaines, vous nous proposez aujourd'hui, monsieur le maire, une délibération dont l'objet est de clore, une fois pour toutes, la discussion sur les finances de notre collectivité et en particulier sur son endettement, sujet pourtant de la plus haute importance pour qui s'intéresse un tant soit peu à la gestion de notre territoire et au sujet sensible entre tous de la fiscalité locale. Autrement dit, s'agissant des questions budgétaires, vous vous organisez pour imposer à tous les élus, au moment où le budget de l'an prochain s'apprête à être discuté, un circulé « il n'y a rien à débattre » qui me laisse objectivement pantois. Et vous le faites, qui plus est, monsieur le maire, sous la menace de poursuites judiciaires, rien de moins. Mes chers collègues, la délibération qui nous est présentée à l'instant n'est pas seulement unique au sens où elle est le seul point inscrit à l'ordre du jour de notre conseil municipal. Elle est unique en elle-même, tellement unique qu'elle en est même exceptionnelle. Exceptionnelle et presque même historique, car n'en doutez pas, elle va sans doute permettre au compte-rendu de nos débats d'entrer dans les annales et même un jour, n'en doutez pas aussi, de servir de sujet de cours aux étudiants en sciences politiques et en droit administratif et pénal, tant elle est hors du commun. Sur le fond, cette délibération appelle de ma part 3 observations majeures. La première de ces observations tient, monsieur le maire, à la présentation de l'endettement que vous voulez impérativement geler une fois pour toutes. Et chacun, naturellement, à l'approche des échéances municipales, peut aisément comprendre l'intérêt d'une telle démarche. Pour autant, chacun sait bien également que les chiffres, aussi soigneusement présentés soient-ils, ne disent pas tout. Ils ne parlent pas, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, de ce que j'appelle la dette masquée, dette qui constitue pourtant une réalité difficile à occulter. Concrètement, où dans les comptes que vous présentez figurent les sommes qui vont être nécessaires pour la rénovation des tunnels de la ville qui font plus de 300 mètres, celui du Paillon, celui de Malraux, tunnels qui pourraient être fermés dans les proches années à venir si les travaux de sécurisation rendus obligatoires par la loi du 3 janvier 2002 ne sont pas réalisés très vite par la collectivité. Rien que pour le tunnel Malraux, il y en a au bas mot pour 24 millions d'euros. Rendez-vous compte, cela représente presque une année complète d'entretien de la totalité des axes routiers de la ville de Nice. Le tunnel du Paillon nécessitera quant à lui des sommes très certainement encore plus élevées. Est-il interdit d'évoquer ce sujet pendant le débat budgétaire de la ville et de la métropole ? Est-il raisonnable de ne pas intégrer ces dépenses obligatoires dans notre débat, et ce, même si les textes ne nous y obligent pas expressément ? En matière de dette masquée, il y a aussi, autre exemple, les efforts que nul ne conteste sur le fond naturellement, qui doivent être réalisés avant 2015 dans le domaine de l'accessibilité en matière de bâtiments et de transport pour les personnes en situation de handicap. Beaucoup de choses ont été faites pour rattraper le retard pris dans ce domaine, c'est vrai, mais beaucoup reste encore à faire. Ces travaux indispensables représentent des dépenses à la fois obligatoires et très lourdes qui n'apparaissent pas, et pour cause, dans la dette officielle. Est-il néanmoins illégitime d'en parler ? Enfin, les Niçois n'ont-ils pas le droit de savoir que les engagements d'investissement que vous avez pris pour 2014 auprès des 45 autres maires de la métropole avoisinent actuellement les 230 millions d'euros, alors que très vraisemblablement, à peine un peu plus de 110 millions d'euros pourront effectivement être engagés l'an prochain. Certes, le gouvernement socialiste, en réduisant les dotations globales de fonctionnement, en pénalisant fortement les communes qui ne respectent pas des prescriptions totalement hors de portée en matière de logement social, en fiscalisant les heures supplémentaires des employés municipaux ou encore en augmentant de 3 points la TVA sur les travaux, étrangleront un peu plus en 2014 les collectivités locales. Mais la transparence de notre débat budgétaire, une fois les contraintes imposées par l'État bien identifiées, oblige aussi à mettre tout à plat et à dire la vérité à nos concitoyens, notamment quant au niveau réel de notre endettement. Comment pourra-t-on le faire demain puisque vous menacez tout élu contradicteur, tout opposant politique, des foudres d'un tribunal s'il venait imprudemment à contester votre vérité fiscale officielle ?
Ma deuxième observation tient aux effets de la judiciarisation du débat démocratique que vous nous proposez cet après-midi. Franchement, monsieur le maire, alors que notre justice souffre chaque année plus encore d'un encombrement qui nuit gravement à son efficacité et que tout le monde se plaint déjà de sa lenteur, franchement, pensez-vous que l'initiative que vous prenez cet après-midi simplifie la tâche déjà très ardue des magistrats? Il me semble, à l'inverse, qu'au moment où la délinquance repart fortement à la hausse et que les Niçois sont malheureusement de plus en plus souvent victimes d'actes de violence, il est totalement déraisonnable de vouloir accroître la charge des tribunaux en leur confiant le soin d'examiner de pseudo-contentieux entre élus qui ne relèvent en réalité que du débat démocratique le plus élémentaire et le plus ordinaire. Le président de la République défend le principe d'un choc de simplification dans notre administration. Personne ne peut contester l'urgence de cette action, tant notre pays souffre de la lourdeur et de la complexité de procédures en tout genre. Alors je vous le dis, avec votre délibération, monsieur le maire, vous n'œuvrez pas en faveur du désencombrement de la justice. Enfin, et cette troisième observation n'est sans doute pas la moins importante, votre volonté de transférer les débats de l'arène politique vers l'arène judiciaire contrevient totalement à l'esprit démocratique qui devrait normalement animer le premier magistrat de notre cité. La liberté d'opinion et la liberté d'expression sont en effet les toutes premières libertés politiques. Elles sont juridiquement protégées et en tant que telles ne connaissent que de rares restrictions, la diffamation, la calomnie, l'appel à la violence ou encore l'appel à la haine. Tous les autres interdits s'apparentent clairement, c'est la loi qui le dit, à de la censure. C'est d'abord l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui l'affirme. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme confirment absolument cette approche. D'ailleurs, historiquement, les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne disent pas autre chose. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Et puisque vous évoquez dans les considérants de la délibération d'aujourd'hui ce fameux risque de trouble à l'ordre public, je vous pose la question, monsieur le maire, craignez-vous vraiment, à l'image de notre gouvernement actuel, que des bonnets rouges ou que des bonnets verts ou encore que des pigeons viennent s'exclamer sous les fenêtres de votre bureau ou perturber vos meetings et vos déplacements dans la cité parce que vos opposants politiques les auraient délibérément trompés sur la réalité de la dette de notre collectivité. Cette évocation de trouble à l'ordre public pour justifier votre démarche est, je le dis, totalement dérisoire, elle est fantasmée et pour tout dire, risible. La judiciarisation du débat politique que vous mettez en place cet après-midi est très grave, d'autant qu'elle pose des problèmes d'ordre éthique et philosophique qu'il est difficile de passer sous silence. Patrick Allemand citait Voltaire tout à l'heure, je vais le faire aussi. Voltaire disait à propos de la lecture, « Un livre vous déplaît, réfutez-le par l'esprit et non par la loi. » On peut clairement donc vous conseiller, monsieur le maire, la formule suivante, « Un débat sur la dette vous déplaît, réfutez-le par l'esprit et non par la loi. » Car que craignez-vous en somme de cette discussion qui va nécessairement s'engager sur nos finances locales à l'approche des échéances électorales que j'évoquais tout à l'heure? Auriez-vous en réalité des choses à cacher, des craintes budgétaires inavouées et par conséquent impossibles à révéler? Sur ce point, je vous renvoie à ce qu'écrivait dès 1859 John Stuart Mill, le philosophe et économiste britannique. Je le cite, « Mais ce qu'il y a de particulièrement néfaste à imposer silence à l'expression d'une opinion, c'est que cela revient à voler l'humanité. Tant la postérité que la génération présente, les détracteurs de cette opinion, davantage encore que ses détenteurs. Si l'opinion est juste, on les prive de l'occasion d'échanger l'erreur pour la vérité. Si elle est fausse, ils perdent un bénéfice presque aussi considérable, une perception plus claire et une impression plus vive de la vérité que produit sa confrontation avec l'erreur. Enfin, et même si je sais que vous n'appréciez guère qu'un élu puisse vous suggérer un conseil, je vous invite quand même, monsieur le maire, à méditer ce que Diderot écrivait sur le commerce de la librairie, car cela s'applique parfaitement à la délibération que nous examinons ensemble à l'instant.
Plus la censure était sévère, écrivait Diderot, plus elle haussait le prix du livre, plus elle excitait la curiosité de le lire, plus il était acheté, plus il était lu. Autrement dit, soyez certains que plus vous chercherez à censurer le débat sur nos finances et sur notre dette, plus celui-ci va mobiliser les élus et plus il va aiguiser l'appétit de la presse. Je vous invite donc, depuis la place que vous m'avez aujourd'hui réservée, à retirer cette délibération absurde, car sincèrement, j'ai la conviction que c'est bien elle qui va nuire à l'image de notre collectivité. Et si toutefois vous la mainteniez quand même, je vous indique sans hésitation que je voterai contre. Pour finir, mes chers collègues, comme vous le savez peut-être, Napoléon Bonaparte a dit « En politique, une absurdité n'est pas un obstacle. » Mais c'était Napoléon Bonaparte qui s'exprimait ainsi. Et comme moi, naturellement, vous vous souvenez que l'empereur, lui-même, a fini par trébucher, précisément à cause de décisions politiques absurdes qu'il avait fini par prendre, sans doute en raison d'une trop belle assurance et d'une perte de conscience progressive de la réalité du monde qui l'entourait. Aussi, mes chers collègues, je vous invite à la raison et à ce que nous prenions ensemble le parti de ne pas voter l'absurdité que vous avez décidé, monsieur le maire, de soumettre aujourd'hui à l'examen de notre conseil municipal. À Nice, comme partout en France, le débat politique est libre. C'est une situation au final pas si fréquente à l'échelle de notre planète. C'est pourquoi notre devoir à tous est de rester très attentifs à ce qu'aucune pression d'aucune sorte ne soit jamais exercée contre les élus, comme il est aussi de réaffirmer haut et fort que, au bout du bout, celui qui est le seul habilité à trancher le débat politique n'est pas le juge judiciaire, mais bien le citoyen électeur, auquel nous devons tous, mes chers collègues, le privilège de siéger dans cette enceinte et à qui seuls nous avons des comptes à rendre. Enfin, dans l'esprit de ce que je viens de dire, et pour que chacun d'entre nous puisse s'exprimer sans pression d'aucune sorte, je demande, monsieur le maire, à ce que le vote auquel nous allons procéder dans quelques instants soit effectué à bulletin secret. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. Si certains pouvaient avoir des doutes sur votre positionnement, votre intervention a au moins un immense mérite, c'est qu'il n'y en ait plus. Simplement, bien évidemment, nous restons à la veille de nos orientations budgétaires et de notre budget 2014 qui se tiendront respectivement les 13 et 23 décembre prochains dans le cadre d'une démocratie absolument transparente où, comme chaque année, chacun aura le loisir d'avancer ses arguments, de voir chacun de nos rapports et de nos projets pour l'année suivante pouvoir être débattus à la fois en commission et en séance plénière. Et si nous nous trouvons aujourd'hui dans cette séance que j'aurais préféré éviter, c'est simplement suite à une décision du tribunal correctionnel de Nice du 21 octobre 2013, où Madame la Présidente Annie Bergonius n'a pu que constater la nullité de citation de la ville, de la métropole et du Conseil général dans un contentieux engagé, faute de délibération spécifique, et de préciser qu'il aurait fallu que le Conseil municipal, le Conseil métropolitain et le Conseil général se réunissent avec cette seule question à l'ordre du jour pour voter l'opportunité des poursuites. Donc nous ne nous retrouverions pas dans cette configuration qui est la première de notre mandat si nous n'étions pas en demeure de devoir appliquer cette décision du tribunal de grande instance de Nice, puisque nous avons eu tout au long de ce mandat à la fois des défenses fonctionnelles, à la fois des procédures engagées par notre collectivité, d'autres sur lesquelles notre collectivité a dû se défendre, ce qui a été plutôt le plus souvent le cas. Et la liste est longue, essentiellement puisque vous avez, pour quelques-uns d'entre vous, abordé le fait que nous portions sur le terrain judiciaire un débat politique qui peut se permettre de dire une telle chose alors que c'est notre opposition qui n'a cessé pendant 6 ans de porter sur le terrain judiciaire un certain nombre de débats politiques. Et j'ai sous les yeux une liste de près
d'une vingtaine d'initiatives qui ont été prises soit devant les juridictions administratives, soit devant les juridictions de droit commun par l'ensemble de notre opposition, qui est donc bien mal placée pour nous donner une leçon sur ce sujet. Voilà. Donc, si personne n'a rien à craindre, au fond, puisque vous parlez tous de transparence, moi, ce que je veux, c'est de la transparence. Et à partir du moment où vous êtes en train d'estimer que le seul rapport du comptable sur le compte de gestion n'est pas un élément de transparence irréfutable, puisque c'est la référence officielle du ministère de l'Économie et des Finances, eh bien, à partir de là, dès lors que non seulement vous votez systématiquement, sauf le dernier intervenant qui jusqu'à présent a voté tous les comptes administratifs, ce qui m'amène à être surpris par les propos qui sont les siens, et donc à reconnaître que tous les comptes de la ville étaient parfaitement transparents. Mais pour les autres, rejet systématique du compte administratif, mais validation systématique de compte de gestion du comptable. C'est-à-dire qu'à partir de là, il y a une référence. Je ne peux pas entendre parler tous les jours de bataille de chiffres. Il n'y a pas de bataille de chiffres. Il y a un chiffre, celui qui vient du comptable du Trésor, et qui est celui qui dit les choses. À partir du moment où on veut engager un débat et contester les chiffres validés par le comptable du Trésor, alors même qu'on a voté son compte de gestion ici même à l'unanimité, eh bien forcément, nous avons besoin, dans le climat que connaît notre pays aujourd'hui, et j'ai un certain nombre de rapports sous les yeux de préfets qui sont adressés régulièrement au ministère de l'Intérieur et au président de la République, et qui disent très clairement que notre pays aujourd'hui vit dans un climat qui est au bord de l'insurrection. Le pouvoir socialiste, aujourd'hui, est en train de placer les Françaises et les Français, le monde de l'entreprise, les collectivités, dans une situation intenable. L'augmentation de la fiscalité nous amène, que ce soit sur l'écotaxe, que ce soit sur l'augmentation de la TVA au 1er janvier prochain, sur les travaux, sur les transports, sur la collecte des ordures ménagères, sur les centres équestres, sur les services, que ce soit sur la suppression de l'exonération de charges. Et donc, mais c'est pour justifier simplement que nous avons un climat insurrectionnel qui est réel. Et donc, je ne voudrais pas, alors qu'aujourd'hui, nous nous distinguons aujourd'hui pour avoir par les politiques que nous menons, grâce à une dette qui est parfaitement contenue, grâce à une fiscalité qui n'augmente pas, et nous aurons encore l'occasion de le démontrer lors de notre budget primitif, de laisser troubler les consciences et de faire prendre le moindre risque. Le moindre risque. Nous ne le voulons pas. Au moment où nous devons défendre la cohésion économique et sociale, défendre l'emploi, ceux qui n'aiment pas leur ville, ceux qui n'aiment pas les Niçois, ceux qui veulent les priver d'emploi, aujourd'hui diffusent des informations qui risquent de créer des troubles profonds dans un climat insurrectionnel global dont une partie d'entre vous sont et les soutiens et les complices, que ce soit sur la politique conduite par le président de la République, M. Hollande, dont, en soutenant cette politique aujourd'hui même, vous vous alignez sur quelqu'un qui n'a plus que 15% de popularité, ce qui est tout à fait inédit dans notre pays, sans compter, bien évidemment, lorsque vous parlez de la dette de la ville, où vous omettez de dire tout ce qui pourrait venir en déduction de cette dette et qui, notamment, provient
des subventions non versées par le Conseil régional dont vous avez la responsabilité. Voilà. Ayant dit cela, cette délibération nous paraissait donc tout à fait justifiée. Et par ailleurs, parce que ma personne importe peu, ça n'est pas ma personne qui est en cause. Ma personne n'est pas en cause puisque s'il ne s'agit que de ma personne, il me suffit de demander une protection fonctionnelle pour protéger le maire et amener le maire à s'expliquer et à se défendre. Mais lorsque c'est l'image de notre ville, lorsque c'est l'activité de notre commerce, lorsque c'est l'activité de notre industrie, lorsque c'est notre attractivité et notre compétitivité qui sont menacées, lorsque c'est notre propre administration qui doit se porter garante des chiffres que nous soumettons au vote de notre Assemblée, lorsque ce sont les services de l'État qui a pour responsabilité de valider les comptes avec contrôle de légalité du préfet lui-même, au-delà du comptable du Trésor, lorsque ce sont les magistrats de la Chambre régionale des comptes, que tout cela est mis en cause dans l'ensemble de ces institutions, eh bien, nous estimons pour notre majorité que nous avons un devoir de défendre l'image de la ville qui, aujourd'hui, fait le chemin inverse de celui du gouvernement et que les champs soient parfaitement éclairés. Et si vous voulez cette transparence, eh bien, et que vous êtes parfaitement serein en ce qui vous concerne, c'est assez simple. On vote à l'unanimité. Et puis, vous aurez la réponse. Soit nous avons tort, soit nous avons raison. Soit vous avez raison et nous avons tort. Et auquel cas, vous serez parfaitement éclairé. Et donc, si vous êtes si demandeur de cette transparence pour laquelle moi je suis demandeur, eh bien, je vous invite à voter sereinement, à l'unanimité, ce rapport, qui permettra ainsi aux Niçoises et aux Niçois de savoir qui, de l'opposition ou de la majorité, a raison sur l'ensemble des chiffres dont je veux qu'ils continuent à conforter l'attractivité de notre cité, à défendre l'emploi, à sa cohésion économique et sociale. Aujourd'hui, tout le monde voit très largement l'embellissement, l'attractivité, la fréquentation de notre hôtellerie, le développement de notre commerce, un emploi qui, malgré la hausse du chômage général de notre pays, est plus faible que la moyenne nationale parce que nous nous sommes donné les moyens, sur une véritable stratégie économique, de pouvoir résister à tout cela. Eh bien, il y a un moment où, encore une fois, ma personne importe peu, mais à partir du moment où l'amour, l'engagement, les défis, la détermination qui sont les nôtres avec ma majorité pour avoir permis à la ville de Nice de devenir et de redevenir aujourd'hui un des territoires avec son agglomération les plus attractifs de France, au cœur d'une crise économique et financière où de jour en jour nous voyons monter ce climat insurrectionnel dont je ne veux pas que les Niçois subissent de conséquences parce qu'ils auraient été troublés sur de fausses informations. Voilà ce qui nous conduit tout simplement à vous soumettre cette délibération. J'ai simplement proposé à notre adjoint aux finances d'apporter sur quelques petits aspects, M. Tordeau, des éléments de réponse complémentaires. M. Pradal, notre premier adjoint, ensuite, sur les aspects d'amalgame que certains ont tenté de faire entre le budget de la ville de Nice et le budget d'autres collectivités. Et puis, je vous proposerai tout simplement d'en passer au vote. Alors, il y a eu une demande de vote à bulletin secret, c'est cela? Est-ce que cela amène le vote à bulletin secret à être de droit ou pas? Alors, je lis l'article L2121-21 du CGCT. Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret lorsqu'un tiers des membres présents le réclame. Voilà. Donc, là aussi, le devoir de transparence, peut-être, en cette circonstance,
c'est que dès lors que le tiers n'est pas réuni, eh bien chacun puisse s'exprimer publiquement. Quant à une petite réponse simplement à M. Allemand, je me tourne vers M. Librati, le président de la Commission des finances, pour lequel j'ai le plus grand respect. Je suis quelque part convaincu, lorsque vous avez accepté, M. Allemand, en tant que président de groupe, que M. Librati, sur notre décision commune, puisse présider la Commission des finances, si les contradictions que vous avez apportées aux chiffres qui sont les nôtres et qui sont des chiffres publiés sous le contrôle de la Commission des finances étaient aussi faux que ce que vous le prétendez, Monsieur Allemand, connaissant la grande conscience de Monsieur Librati en tant que président de la Commission des finances, je ne suis pas certain que Monsieur Librati ait accepté de continuer à présider la Commission des finances. Voilà. Monsieur Tordeau, vous avez la parole. Pardon, excusez-moi. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, il me paraît important de réagir à un certain nombre d'interventions qui ont été faites, parce que d'abord, la plupart des interventions ont porté sur toute autre chose que la délibération sur laquelle nous sommes supposés nous exprimer. On parle, et je m'excuse, je n'ai pas les références historiques et philosophiques des précédents intervenants, mais tout simplement, plus que vous parlez, vous voulez donner des leçons de débat démocratique. Moi, je suis dans la vie politique depuis 2008. Depuis 2008, j'ai appris ce qu'était le combat politique, mais je n'ai jamais considéré que le combat politique, le débat démocratique, consistait à donner des informations, je répète, le considérant fausses, erronées et mensongères. On ne refusera pas le débat sur le budget. Nous aurons, et je vous rappelle qu'en 2008, le budget que nous avons eu à voter, nous l'avons voté, nous l'avons mis à disposition après les élections qui avaient eu lieu. Nous présenterons le débat d'orientation budgétaire et sans crainte de ce débat que vous pensez que nous refusons, nous vous présenterons ces orientations budgétaires et nous en déduirons le budget que nous vous présenterons. J'ai entendu des mots blessants de dire il y a des choses masquées, il y a des choses qui manquent. Alors je ne vais pas répondre point par point sur ces éléments, mais nous aurons l'occasion, encore une fois, lors de ces sessions, de clarifier tout point qui mérite d'être clarifié. Et encore une fois, je ne considère pas que le débat démocratique doive consister à faire circuler des informations falsifiées et mensongères et résultant d'un amalgame qui est en réalité une manœuvre purement politicienne. Ayant dit ça, M. Allemand, en particulier, est revenu sur le considérant qui remet en cause l'intégrité des... Mais il me paraît quand même utile à ce stade simplement de rappeler de quoi il s'agit quand on parle du compte de gestion et du compte administratif. L'article L. 1612 du Code général des collectivités territoriales dit que le comptable public de la commune, c'est-à-dire un agent de l'État, doit transmettre son compte de gestion de la collectivité au plus tard le 1er juin de l'année suivante. Ce compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes sur une présentation analogue à celle du compte administratif. Il comporte donc une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier, le bilan comptable de la collectivité qui est décrit de façon synthétique l'actif et le passif de la collectivité ou de l'établissement local. Le compte de gestion est donc présenté en conseil municipal préalablement à la présentation par le maire du compte administratif de l'exercice considéré. Le conseil municipal en délibère et arrête les comptes de la collectivité. Depuis 2008, vous avez toujours voté pour le compte de gestion et contre le compte administratif qui est exactement la même chose, ce qui est pour le moins incompréhensible et difficilement... Je ne vous ai pas interrompu. On ne vous a pas interrompu. Monsieur Allemand, soyez correct. Vous ne pouvez pas faire référence à la démocratie et pas l'accepter en retour. Alors, aujourd'hui, dans le tract qui a été diffusé par vos allégations, encore une fois, mensongères,
et erronée sur le niveau de l'endettement des Niçois, vous mettez implicitement et même explicitement en cause le compte de gestion 2012. En cela, vous mettez en cause le comptable public, c'est-à-dire l'agent de l'État, et c'est donc à travers lui l'État, dans sa fonction régalienne de contrôle budgétaire, que vous mettez en cause. Alors, quand on nous donne des leçons de débat démocratique, je pense qu'il vaudrait mieux commencer par balayer devant sa porte. C'est en effet irrespectueux pour tous les agents de l'État et des collectivités locales qui préparent ces documents budgétaires, et c'est non respectueux des procédures régissant le fonctionnement des collectivités dans notre pays. Ayant dit ça, je voudrais aussi revenir sur un certain nombre d'éléments qui ont été indiqués sur les dettes masquées, et autres, pour simplement revenir sur un point particulier qui concerne les contentieux. Je vous rappelle qu'en 2008, quand nous sommes arrivés aux affaires, le montant des provisions s'établissait à 31 millions d'euros. Le risque global qui était hérité des municipalités précédentes avait été évalué à près de 100 millions d'euros par le cabinet Ernst & Young et avait mis en exergue leur insuffisance. Depuis 2008, nous avons effectué un travail à la fois sur les dossiers de contentieux en les réglant et sur l'ajustement des dotations aux provisions afin de les faire correspondre aux risques identifiés. À ce jour, l'état des provisions s'établit à plus de 43 millions, ayant purgé tous les litiges qui étaient au-delà. Ces provisions permettent de couvrir sans incidence future sur les finances de la collectivité les risques indemnitaires identifiés, notamment liés au contentieux du projet du précédent stade. Voilà un exemple, Monsieur le maire, Messieurs et Madame nos collègues, qui montre que s'il y a apparemment des affaires qui sont masquées dans le budget, il y a aussi un certain nombre de choses que nous avons réglées, que nous avons gérées au mieux des intérêts du contribuable niçois. Je voudrais revenir aussi, si vous permettez, avant de donner la parole à Philippe Pradal sur cet amalgame, encore une fois, qui falsifie les chiffres, sur le préjudice causé à la ville de Nice. Et effectivement, nous avons initié, à votre initiative, une politique agressive et dynamique pour redonner du développement économique à cette cité, à cette métropole, en particulier à travers l'opération d'international Écovalais que je préside. Et c'était évident. Je ne vois même pas comment on pourrait contester que la divulgation de ces informations qui semblerait indiquer que la ville, que la métropole soit presque en limite, allons-y, près de banqueroute, ne soit pas de nature à inquiéter les investisseurs qui, par ailleurs, nous sollicitent tous les jours pour être au courant des projets que nous avons encore aujourd'hui. Le représentant d'une grande chaîne et nous a rencontrés, je crois, rendez-vous avec vous, Monsieur le maire, pour en discuter, comme la semaine dernière et comme la semaine suivante. Comment ne pas considérer que la circulation de ces informations est de nature à les inquiéter? Comment ne pas penser que ces informations sont de nature à dire à nos banques susceptibles de nous prêter, faisons attention. Alors oui, ça cause un préjudice à la ville de Nice, et oui, il s'agit de le faire réparer. Voilà, Monsieur le maire, ce que je voulais encore une fois souligner, en précisant, encore une fois, à titre personnel, puisque je suis issu, comme un certain nombre d'élus, de nouveaux élus de la société civile, que je n'ai pas honte de la manière dont nous menons le débat démocratique et que nous n'avons pas, de ce point de vue, de leçons à recevoir de qui que ce soit. Merci, Monsieur l'adjoint aux finances. Monsieur le premier adjoint. Monsieur le maire, chers collègues, je vous remercie. Je pense qu'effectivement, le sujet est important, même grave, et que j'ai écouté avec beaucoup d'attention les différents propos, et il me paraît important d'apporter quelques précisions qui, sans entrer complètement sur le fond, méritent quand même d'éclairer certains propos qui ont été tenus. J'ai d'abord été, non pas troublé, mais j'ai observé avec attention la concordance des interventions d'un certain nombre d'opposants à ce projet de délibération qui est soumis à notre approbation, qui tournent en pratique à peu près toutes sur le même thème. Certains qui me paraissent relativement faciles à dissiper, puisqu'ils ont déjà été débattus tant dans cette enceinte que dans l'enceinte du Conseil métropolitain. Un partenariat public-privé n'est pas une dette cachée. J'en veux pour preuve la précédente séance du Conseil municipal où j'ai eu l'honneur de rapporter la mise en place du PPP,
et au cours duquel Mme Gaziolo était intervenue, pointant en détail les montants. Donc ce montant n'est pas caché, il était communiqué, il a été pointé, il ne pouvait être mentionné dans les documents budgétaires, car le stade n'était pas livré. Ensuite, sur le souhait d'amalgamer la dette de la métropole à la dette de la ville de Nice, en utilisant en plus un indicateur dont le but est véritablement de faire peur, et le terme anxiogène est parfaitement justifié dans ce cas, de la dette par habitant. Ça me paraît révéler à la fois une méconnaissance de ce qu'est la métropole et une contestation de ce qu'est la métropole. D'abord, une méconnaissance. Cette méconnaissance, elle vient du fait qu'en fait, aujourd'hui, la métropole, qui est une structure unique, tout le monde le convient, il faut le rappeler, n'est pas par définition comparable à d'autres établissements publics de coopération intercommunale et surtout pas aux communes. Et à ce titre, utiliser des dettes par habitant en laissant croire que le remboursement de la dette de la métropole obéit aux mêmes règles que la dette de la commune est gravement erroné et a vraiment pour but de semer le trouble à la paix publique que cette délibération vise à transmettre au tribunal. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les recettes que la métropole perçoit auprès des ménages représentent moins du tiers de ces recettes. Ça veut dire que les 2/3 des recettes de la métropole viennent d'ailleurs que des ménages. Donc ramener la dette par habitant en laissant croire que ce sont les habitants de la commune qui vont rembourser ces dettes, c'est négliger le fait tout simplement que seul 1/3 des recettes de la métropole proviennent de ces mêmes habitants. C'est donc grave et cette méconnaissance, je pense qu'en fait, derrière tout ça, c'est une contestation de ce qu'est la métropole, de ce qu'est ce projet métropolitain, de ce qu'est sa spécificité, d'avoir une solidarité territoriale, d'avoir une volonté de développement économique, d'avoir conclu dans le cadre du transfert de compétences avec le Conseil général un dispositif de remboursement de la dette qui a été transféré. Tous ces dispositifs innovants, tous ces dispositifs qui sont des réussites reconnues parce que des entreprises veulent s'installer sur notre territoire, viennent accompagner ce dynamisme, parce que des établissements bancaires nous disent la qualité de votre signature est bonne, nous sommes prêts à vous prêter à des taux historiquement bas. Tout cela montre que le fait métropolitain est compris et c'est dans nos enceintes où probablement nous l'avons le plus expliqué, nous avons fait la pédagogie la plus lourde, nous avons sans cesse, parfois même, et je vous prie de m'en excuser, en être lassant, répéter les mêmes choses, qu'on se rend compte que ce fait métropolitain n'est toujours pas compris et je pense pouvoir dire aujourd'hui que ce n'est plus de la méconnaissance, c'est que véritablement on ne veut pas de cette métropole parce que quelque part sa réussite gêne et qu'il est plus facile de faire semblant de ne pas comprendre ce qu'elle est que de reconnaître que c'est une réussite. Donc voilà pourquoi je trouve assez choquant qu'on aille construire des indicateurs erronés de façon à laisser entendre au-delà de ça qu'il y aurait des décisions à prendre en matière de fiscalité sur la ville de Nice qui sont complètement déconnectées de ce qu'est la dette de la métropole et ça me paraissait important de rétablir ce point. Enfin, sur l'intervention de M. Benoît Candel, je pense que là aussi, il y a petite précision technique. Un investissement à venir ne peut pas être une dette cachée, puisque la dette, par définition, enfin, elle a une définition avant tout juridique. C'est l'argent que nous avons emprunté auprès des banquiers. Nous n'avons pas emprunté d'argent pour des travaux que nous n'avons pas encore réalisés. La question de la réalisation des travaux s'inscrit dans ce qu'on appelle le plan pluriannuel d'investissement, qui est débattu à l'occasion du débat d'orientation budgétaire et rappelé dans le cadre du budget, donc ainsi que le rappelait Christian Tordeau. Ces points ont été régulièrement débattus lors de l'adoption des précédents débats d'orientation budgétaire, seront débattus à nouveau lorsque les débats d'orientation budgétaire de la ville puis de la métropole auront à venir en discussion, et nous n'avons jamais éludé ces questions-là. Et bien entendu, les travaux de mise en sécurité ou les travaux d'accessibilité font partie des travaux qui sont inscrits à notre plan pluriannuel d'investissement. Ne créons pas de confusion entre une dette qui est une réalité juridique sur des investissements passés et des investissements à venir qui doivent être financés dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement tel qu'il est prévu. Voilà, Monsieur le maire, chers collègues, brièvement quelques points que je souhaitais apporter en complément des propos précédents. Je vous remercie, Monsieur le Premier adjoint. Avant de mettre au vote, je voudrais apporter 2-3 précisions sur quelques réflexions qui ont été faites concernant globalement les problèmes touchant aux protections fonctionnelles et au fait notamment que la collectivité dépenserait de l'argent aux frais des contribuables. Je voudrais rappeler que depuis 2008, ce sont 500 000 € qui ont été dépensés pour la collectivité au titre des protections fonctionnelles qui correspond à la prise en charge de 139 personnes réparties comme suit.
129 protections fonctionnelles de fonctionnaires, dont 112 policiers municipaux. Je vous rappelle que pour 2 d'entre eux, et notamment ceux qui ont été victimes d'un accident extrêmement grave dans boulevard Gambetta, ils sont toujours en arrêt de travail au moment où je vous parle, et ça remonte à près d'1 an en arrière, et que je crois que nous avons un devoir à l'égard de nos fonctionnaires municipaux, et bien évidemment, au premier titre, ceux qui voient leur vie menacée au quotidien. 10 protections fonctionnelles d'élus. Pour les fonctionnaires, ce sont des violences, agressions, outrages et rébellions, violences aggravées, menaces avec armes ou autres. Pour les élus, essentiellement de diffamation, que parmi eux, je peux citer Muriel Marland, dans l'affaire Lanceron qui a donné un non-lieu, l'affaire Benoît Candel qui a subi les attaques de M. Perra sur les droits des terrasses, et que c'est un procès qui a été perdu devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Gilles Vessière, l'affaire est en cours, affaire Carlin. Moi-même, sur des menaces, et notamment des menaces de mort. Et à cet égard, je peux en citer quelques-unes, que ce soit le mur des comptes du syndicat de la magistrature, que ce soit même une de mes propres filles dont on m'avait accusé d'avoir célébré un mariage en secret et qui a été une affaire gagnée devant le tribunal de grande instance, et la personne a été identifiée et condamnée, que ce soit des menaces de mort à mon égard et à l'égard de Madame l'adjointe au maire en charge du logement et de la politique de la ville, et où la personne a été condamnée, que ce soit une plainte de SOS Racisme concernant les gens du voyage pour provocation à la haine, discrimination et violence, et que sur ce dossier, eh bien, nous avons par la même occasion poursuivi cette association qui a fait l'objet d'une saisie d'une grande propriété dont elle était propriétaire dans le Loiret, avec une hypothèque prise auprès du tribunal de grande instance de Montargis pour que les Niçoises et les Niçois, alors que le coût de nos propres frais de 8 970 €, nous permettra de ramener aux Niçoises et aux Niçois près de 600 000 €. Je pourrais parler d'autres atteintes volontaires à la vie ou atteintes volontaires à l'intégrité, de plaintes déposées par le Parti socialiste qui nous dit qu'il ne faut surtout pas aller dans le débat politique sur le terrain judiciaire, et où je ne fais que me défendre, de M. Ingé qui a déposé une citation directe auprès du tribunal correctionnel de Nice à mon encontre pour injure publique et qui a été débouté par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, etc., etc. Donc voilà, ça nous permet quand même d'apporter un certain nombre de précisions sur l'état des lieux de ceux qui osent prendre la parole à cette occasion et qui n'ont cessé, alors que c'est la première fois, nous, pendant 6 ans, que nous prenons une initiative, pendant ces 6 années, de ne faire que de la judiciarisation sur le terrain politique. Voilà. Donc, je comprends que quelque part, il puisse y avoir une petite émotion de se dire qu'à un moment, le maire de Nice, sa majorité municipale, Estrosi, il dit il y a un moment où il faut protéger ma ville parce qu'on va trop loin, là où on s'était habitué, au fond, à être toujours attaqué sans rien dire et simplement à se défendre. Et je ne parle pas des nombreux recours déposés devant les juridictions administratives, où certains auront fait perdre près de 2 ans sur le chantier de la gare du Sud pour être condamnés pour recours abusif, où d'autres auront déposé des recours contre le Grand Stade pour être condamnés eux-mêmes pour recours abusif. Et la liste est longue sur tous ces sujets-là. Et oui, Madame Gaziello. Bon, et enfin, des petites précisions sur les votes de certains. Lorsque j'ai la tristesse de voir l'intervention de M. Candel sur la tonalité qui a été la sienne,
Je lui précise simplement que lorsqu'il fait référence au tunnel, M. Pradal, d'abord, lui a parfaitement répondu, ainsi que M. Tordeau, mais que, deuxièmement, il s'agit de voirie, et donc la voirie ne relève pas des finances du conseil municipal, mais c'est de la voirie métropolitaine, simplement pour précision. Non, mais c'est pour que ceux qui veulent mélanger tous les sujets à cette occasion soient simplement rappelés à l'ordre à cet égard. Quant à M. Icard, qui a voulu faire de son intervention du stade son cheval de bataille, je rappelle quels ont été ses votes depuis le début de cette opération. 23 octobre 2009 pour, 17 décembre 2010 pour, 17 décembre 2010 et 17 décembre 2010 et 17 décembre 2010 et 17 décembre 2010, puisqu'il y avait 6 délibérations pour un certain nombre d'aspects, ils ont tous été pour. 8 avril 2011 pour, 8 avril 2011 sur la signature de la convention pour, le 8 avril 2011 toujours sur l'attribution d'une subvention départementale entre la ville de Nice et le Conseil général pour, le 8 avril sur la relance de demande de subvention auprès de la région pour, le 8 avril 2011 sur l'adaptation relative à la promesse de bail à construction pour le programme immobilier d'accompagnement, autorisation de signer une promesse de bail à construction se substituant à la promesse initiale pour, le 20 juin 2011 sur la demande de subvention complémentaire de la région pour, le 20 juin 2011 sur la position du contrat de partenariat relative au Nice Stadium au regard du régime de TVA pour, le 21 décembre 2011 sur la signature de la convention du CNDS relative à la participation financière de l'État et à la construction du grand stade de foot pour arriver au 5 juillet 2013, c'est-à-dire à un mois de la livraison du stade, pour la première fois, voter contre. Donc je pense que prendre ce dossier en référence à cette occasion pour essayer de justifier son vote était quand même le sujet le plus mal choisi pour pouvoir défendre son argumentation. Voilà, ayant donné toutes ces explications, je mets aux voix le rapport ainsi présenté par Madame l'adjointe au contentieux Martine Waknin, qui s'oppose. Alors, nous allons vérifier s'il y a un tiers. Alors, qui, vous avez raison, Madame Grégoire-Concas, vous avez raison, je mets aux voix. Il y a une demande de vote à bulletin secret. Oui. Oui. Je me retourne vers le service de séance. Monsieur Allemand, Monsieur Allemand, les services de la séance, je me tourne vers notre administration, m'indiquent qu'il n'a pas donné de procuration. Voilà. Monsieur Candel. Monsieur le maire, Monsieur Candel. Monsieur Bettati me fait encore un petit peu confiance, donc il m'a remis sa procuration. Très bien. Vous ne l'aviez pas transmise au service de la séance, vous nous en faites part. Donc, Monsieur Allemand, il semblerait que vous ayez une connexion directe avec Monsieur Candel par votre question. Donc, nous apprenons par l'intervention de Monsieur Candel que Monsieur Candel dispose de la procuration de Monsieur Bettati. Fort de cela, il y a une demande de vote à bulletin secret. Donc, je demande qui souhaite un vote à bulletin secret, que ceux qui le souhaitent lèvent la main. Attendez, Madame Grégoire-Concas. Alors, je vous passe la parole parce que
vous n'avez pas le micro, vous demandez la parole, je vous la passe. Alors, le texte dit un tiers des présents ou un tiers des présents est représenté. Je n'ai pas eu l'occasion de le vérifier. Si c'est un tiers des présents est représenté, ce serait bien qu'on sache qui vote pour qui. Vu le sketch qu'on vient d'avoir, on peut avoir d'autres rebondissements peut-être. Madame Grégoire Concas. J'avoue qu'il manque le sandwich et le pot de popcorn comme au cinéma. Écoutez, Madame Grégoire Concas, vous posez... vous êtes la seule à sourire de vos propres sketchs. Madame Grégoire Concas, moi je réponds factuellement. Vous posez une question, la réponse vous intéresse? Le CGCT dit très clairement qu'il s'agit d'un tiers des présents. D'accord? Maintenant, vous me posez une autre question, vous voulez savoir à qui a été donnée procuration par ceux qui sont absents. Je vous donne la liste de ce que les services de séance peuvent transmettre. Madame Anne Ramos a donné pouvoir à Madame Salicetti, Monsieur Azinerina à Madame Catherine Moreau, Madame Fabre à moi-même, Monsieur Benchimol à Madame Ferralis, Monsieur Rudissal à Monsieur Soucy, Madame Marlan Militello à Monsieur Pradal, Madame Filippini à Madame Rampal, Monsieur Degendil à Madame Monnier, Madame Diouf à Madame Estrosi Sassone, Monsieur Vérola à Madame Cassiguian et Monsieur Galli à Monsieur Giaume. Voilà. Je vous ai donc apporté. Non, et. Bon. Très bien. Donc, je mets maintenant. Service de séance, est-ce que vous pouvez me donner le nombre de présents, s'il vous plaît? Je demande à ce qu'on fasse le compte des personnes présentes. Donc, si personne ne peut ne pas quitter sa place, ça facilitera le décompte. S'il vous plaît. Nous avons 55 présents. Donc je mets aux voix par rapport à la demande de vote à bulletin secret formulée par notre collègue Benoît Candel, qui demande un vote à bulletin secret. Je vous demande de bien vouloir faire le décompte. Il n'y a que les présents. 14, il n'y a pas le pouvoir. 18, il faut. Combien? 14. Il en faudrait 18. On m'indique 14 présents sur 55 membres présents. Le tiers n'est donc pas atteint. Je mets maintenant aux voix le rapport ainsi présenté par Madame Martine Wachtin. Qui s'oppose au rapport ainsi présenté? Non mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de lever deux mains puisque les pouvoirs sont comptés par contre là. Est-ce que les services de séance ont relevé les oppositions? Très bien, je vous remercie. Abstention? Il n'y a pas d'abstention. Eh bien, le rapport est ainsi adopté. Je vous remercie. La séance est levée. Je vous donne rendez-vous le 13 décembre prochain
pour la présentation de nos orientations budgétaires 2014.